Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode d'After Cinéma. Je suis toujours entouré de la Dream Team. Comment ça va l'équipe ? Super, ça Hello, va. ça va. Super, merci. Ce mois-ci, on n'a que des sorties événements qui ont fait parler, qui ont fait réagir. Donc on parlera d'abord de Joker Folia 2, ensuite de L'Amour Ouf, de Monsieur Aznavour et pour finir de la Palme d'Or à Nora. Mais avant ça, on commence par la rubrique que vous attendez tant et que vous appréciez tous et toutes. On commence par le petit quiz. Alors c'est parti. On commence par une petite anecdote sur L'Amour Ouf. Benoît Poelvoorde, qui joue dans le film, a joué un rôle décisif dans la création de L'Amour Ouf. Mais lequel ? Je vous laisse faire des propositions et puis je donne des indices au fur et à mesure, si vous ne trouvez pas. Il a trouvé le lieu de tournage. Non, c'est pas ça. Il a participé au casting ? Non, c'est plus autour de la création du film. Il a écrit ou il a produit? Non, mais tu te rapproches un peu de l'idée de l'idée du film, d'où elle vient. Bah, c'est lui qui lui a dit de le faire. Enfin... Ouais, mais t'y es presque. C'est autobiographique ? Non. Alors, on a vraiment beaucoup découvert de choses sur Benoît Poelvoorde. Pensez au fait que le film, c'est une histoire originale ou pas ? Non, c'est un livre qu'il a acheté, mais du coup, c'est quoi ? C'est Benoît Poelvoorde qui lui a acheté le livre ? Là, vous assemblez vos deux réponses, vous l'avez. C'est lui qui a conseillé le livre à Gilles Lelouch. Ah, Et ok. au-delà de ça, il lui a dit que tu devrais en faire un film. En fait, ils avaient travaillé ensemble du coup sur le film Narco, où Benoît Poelvoorde jouait un rôle. Et du coup, c'est Benoît Poelvoorde en 2000, donc il y a 24 ans, qui lui a offert le bouquin et qui lui a dit ça, tu devrais l'adapter, c'est génial et tout. Du coup, voilà. Je pense que le point est pour toi, Walid. Non, je vais mettre cette fois, je vais faire une petite exception. Je vais mettre un demi-point pour Snéha et Gaspard parce que Gaspard avait le fait qu'il ait suggéré à Gilles Lelouch de faire le film et toi, tu avais l'idée il a offert le livre. C'était les deux parties de la réponse. Nickel. On continue sur L'Amour Ouf toujours. Là, ça va être la fameuse question un peu juste prix. Mais combien a coûté le tournage, la production de L'Amour Ouf ? Allez, Nina. Parce qu'elle se lance toujours en dernier, du coup, elle gagne toujours. On a des gros rageux autour de la table. 15 millions. 18 millions. 12. Vous êtes assez loin de la vérité parce que c'est 36 millions d'euros. Et du coup, c'est Gaspard qui prend le point. Bingo. Ok, très bien. Et voilà, donc c'était 36 millions. Donc ça fait partie des projets de films français qui ont les plus gros budgets. Autre question, vous la connaissez, c'est par rapport à la note spectateur Allociné. Et là, ça sera pour Monsieur Aznavour. C'est quoi sa note spectateur de Monsieur Aznavour ? 3,8. 2,3. Moi, je dis 2,7. Et le point est pour Snéha. Wow. C'est 4,3 la note spectateur. Et ce qui est drôle, c'est que Nina t'as donné la note presse sur Allociné. Et en fait, de mémoire, j'ai jamais vu un film où il y a un tel écart entre la note presse et la note spectateur. On est à 4,3 la note spectateur. Donc ça veut dire l'un des films les mieux notés sur Allociné, alors qu'il se fait dézinguer par la presse. Alors, petite question anecdote sur le film Joker Folia 2. Ils se sont lancés un défi très particulier et ambitieux au moment du tournage, donc pendant le tournage. C'est quoi ce défi-là ? Pareil, je vous laisse faire des propositions et puis si vous ne trouvez pas, je vous donne des indices. On parle de Joker Folia 2 pendant le tournage. Ils ont voulu faire l'explosion en mode plan séquence comme dans le film ? Non, c'est pas ça. C'est pas lié à l'explosion. C'est lié à l'un des aspects vraiment particuliers du film. Ils ont voulu qu'ils chantent directement et pas enregistrer après. C'est un excellent point que T'es prend Gaspard. fort. Tout a été enregistré en live, en effet. Donc alors que pourtant Joaquin Phoenix n'est pas chanteur, et il l'a bien prouvé dans le film qu'il n'est pas chanteur, mais en effet, ça a été enregistré en live pendant le tournage. Le réalisateur, il a dit, en fait, j'imaginais pas qu'ils enregistrent en studio et qu'après, sur le tournage, ils aient besoin de recréer la même émotion. Il y aurait eu un décalage entre ce qu'ils expriment visuellement et puis leur voix. Et du coup, ils se sont lancés ce défi-là. Donc pour Lady Gaga, ça devait être plutôt simple, mais pour Joaquin Phoenix, c'était, je pense, une autre paire de manches. Allez, et dernière question. Donc cette fois, on va parler d'Anora. L'acteur qui joue Igor, donc qui est l'un des personnages importants du film, avait très peu de chance au départ d'avoir le rôle. Mais pour quelle raison ? Il parle pas anglais ? C'est une très bonne réponse. C'est exactement ça. Trop fort. En effet. Donc pour l'anecdote, il parle pas un seul mot d'anglais, mais vraiment pas un seul mot. Et donc du coup, l'un des autres acteurs du film avait suggéré à Sean Baker cet acteur-là.
Ils se sont rencontrés une première fois, ils se sont bien entendus, et après, du coup, il lui a dit envoie-moi une piste un peu, genre un enregistrement pour un peu faire casting. Et le mec, il s'est dit j'ai aucune chance d'avoir le rôle. Du coup, il lui a envoyé un truc de taré où, genre, en mode, il est tout nu avec un chapka russe et, genre, il joue le rôle d'Igor, genre, en mode complètement pacha qui fume sa cigarette électronique en se disant, mais de toute façon, j'ai aucune chance d'avoir le rôle parce qu'il y a quand même besoin de parler un peu anglais, et il l'a eu. Putain, c'est trop drôle, c'est incroyable. Bravo à lui et à Alexis Mananti. Pardon, elle est excellente. Et c'est tout bon pour aujourd'hui. Vous avez été assez en forme, hein. Vous avez été fort sur les petites questions de quiz. Bravo à tous et à toutes. Et on passe maintenant à nos 4 films à l'ordre du jour. Et donc le premier, c'est Joker, Folie à deux. 2 years ago, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. The trial of the century. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. He's a monster. Et du coup, pour celui-là, je laisse déjà Gaspard, comme d'habitude maintenant, nous faire le pitch. À quelques jours de son procès pour les crimes commis sous les traits du Joker, Arthur Fleck rencontre le grand amour et se retrouve entraîné dans une folie à deux. C'était parfait, c'était magistral. Snéha, tu commences à ouvrir le bal pour les avis de la rédac. Ok, alors je vais pas dire, je vais vous laisser après me répondre et qu'on puisse en discuter, mais du coup je vais quand même dire un premier jet. Moi j'ai plutôt aimé le film. J'ai plutôt aimé, mais parce que je pense que les choses qui m'ont intéressée dans le film, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais c'était plutôt l'aspect psychiatrie. Et je trouve qu'il y a un vrai travail sur le fait que Arthur Fleck, essayer de savoir dans quelle mesure un diagnostic psychiatrique peut ensuite alléger la peine de quelqu'un. Et c'est un peu tout ce qui se passe durant le procès que je trouve assez intéressant. Et deuxièmement, je trouve qu'il y a tout un jeu avec Lady Gaga où moi je savais jamais si elle était vraiment réelle ou pas, parce qu'il y a plein de scènes où en fait ils sont ensemble et puis en fait il finit par danser tout seul. Donc ça, cet aspect-là, je le trouvais assez intéressant. Et le troisième aspect que j'ai trouvé assez intéressant, c'était le fait que je trouve que c'est un peu dans la suite du premier film, c'est-à-dire pour moi, le Joker, c'est pas du tout un personnage antisocial qui a jamais eu des capacités sociales, jamais ressenti d'empathie. Au contraire, j'ai l'impression que dans le 1, c'est plutôt un personnage qui a envie d'aller vers les autres, mais qui en fait se fait tout le temps rejeter. Et je trouve ça assez intéressant que là, son personnage finisse par... il est plus du tout Joker au niveau du film, au début du film, pardon, et il finit par avoir envie d'être Joker à nouveau parce qu'il se rend un peu compte qu'il sera aimé que de cette manière-là. Et je trouve que cet aspect-là est assez intéressant parce que finalement, ce qu'il fait retourner à son personnage Joker, c'est l'amour de quelqu'un. Voilà, je trouve que c'est assez bien réalisé. Les chansons qui passent, c'est des chansons que moi j'apprécie. Enfin, c'est mon univers musical, donc j'étais contente de les retrouver dans le film. Donc voilà, c'est plutôt un film dans lequel j'ai passé un bon moment et que j'ai bien aimé. Là, j'ai pas de critique à chaud, mais je serais contente d'en discuter avec vous. Peut-être d'abord commencer par ceux qui ont vraiment pas aimé le film. Peut-être soit Gaspard, soit Ok, Nina. go, du coup j'y vais direct. Il était monté sur le ressort. Non, moi j'ai pas aimé le film, mais j'ai pas détesté. J'ai pas détesté parce que j'ai trouvé que Joaquin Yanis Phoenix il joue hyper bien. Et donc ça, pour moi, ça a vraiment sauvé le film. Et aussi les chansons, je les ai trouvées cool et divertissantes parce que sinon, autrement, je me suis pas mal ennuyé pendant le film. Je trouvais ça un peu long, malgré le fait que ça soit pas si long, mais voilà, j'ai trouvé ça cool. Et je trouvais que de base, c'est un film qui parle d'une violence de ce qu'il a commis. Et donc je trouvais que ça, enfin, de base, je me disais pas, ah, tiens, ça se prête bien à plein de chansons d'émotions et d'amour. Et finalement, je trouvais que les chansons s'inséraient bien dans ce cadre et j'aimais bien les chansons. Mais après, tout le reste, voilà, pour moi, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Moi, ma critique va pas être hyper constructive parce que c'est pareil, j'ai vraiment... Enfin, non, encore plus que toi, Gas, je crois.
mais j'ai vraiment détesté, alors que j'avais vraiment bien aimé le premier, je l'avais trouvé touchant, divertissant, et j'en garde vraiment un bon souvenir. Mais là, je pense que c'était vraiment un supplice. J'ai hésité vraiment à partir en me disant, je suis jamais partie d'une salle, mais là, ça serait peut-être une première. J'ai pas du tout aimé la musique. J'ai trouvé que l'histoire, elle était décousue. J'ai trouvé que c'était attendu. Enfin, en fait, je m'attendais vraiment à ce qui allait se passer. Je m'attendais au revirement de situation avec Lady Gaga. Et puis, j'ai trouvé ça hyper violent. Voilà. C'est pas hyper constructif, mais... C'était plus sur le plan du scénario très attendu que du coup tu t'es ennuyée, c'est ça? Bah, hyper attendu, et en fait, j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Donc en fait, je m'ennuyais. Et c'était long, et la musique, j'aimais pas du tout. Je trouvais ça hyper dissonant, et je trouvais ça vraiment pénible. Mais voilà, Walid, je sais pas ce que t'en as pensé. Je pense que moi je suis plus entre vous, je suis plutôt moyen, mais en fait je suis à peu près moyen comme pour le premier. Le premier, pour faire très rapide, mais je l'avais trouvé assez intéressant, mais en me disant quand même que ça restait, enfin que ça cassait pas non plus trois pattes à un canard. Là sur celui-là, ce que je saluerais déjà pour commencer, c'est quand même, comme elle a un peu commencé à le dire Gaspard, mais le courage, un peu l'audace d'avoir complètement cassé le premier. C'est-à-dire que le premier, quand même, il faut revenir un peu sur le contexte, a eu un succès énorme, il a fait plus d'1 milliard au box-office, c'est devenu un peu un phénomène culturel, et là je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même s'est dit je sais qu'il n'y aura pas de 3, et du coup je vais vraiment faire le film que je voulais faire, qui est limite presque un doigt d'honneur à ceux qui ont aimé le premier, parce qu'il vient vraiment nier là-dessus, et ça c'est peut-être l'une des dimensions intéressantes, mais c'est qu'il vient questionner les gens qui ont aimé le premier dans l'aspect, pas forcément aimer le film, mais aimer le personnage, de dire oui, c'est le résultat d'une société malade, et ça devient un peu un martyr ou un symbole de la violence sociale. Et donc du coup là dedans le film vient vraiment questionner les personnes qui ont aimé le personnage en premier, en le ramenant vraiment à ce qu'il est, c'est-à-dire un psychopathe, quelqu'un qui est une figure populiste, qui cherche l'amour des foules. Là où voilà, donc du coup sur cet aspect audacieux de se dire je vais mettre une comédie musicale, je vais complètement un peu en tout cas renier le public qui avait vraiment fait mon public dans le premier film. Je trouve ça assez courageux. Maintenant là où je suis moins emballé, c'est quand même l'aspect écriture pas très fine. Enfin, je trouve que l'écriture est vraiment assez épaisse. L'aspect un peu dédoublement entre Arthur Fleck et la personnalité du Joker, je trouve ça assez épais dans le film. Et l'aspect vraiment, le Joker, c'est la figure populiste qu'une masse un peu sauvage aime. Et du coup, il devient ce personnage-là pour être apprécié, pour être aimé. Et à l'intérieur, il y a le Arthur Fleck, le véritable, qui est une personne plus sympathique, malade, mais plus sympathique. Je trouve ça pas très fin. En fait, en définitive, à la fin, je me suis pas dit qu'il me parlait du sujet de manière assez passionnante. Après, sur la réalisation, je suis assez aligné avec toi. Je trouve que là-dessus, il y a toujours une science du cadre qui est assez intéressante. Par contre, je trouve que contrairement au premier, il fait quand même du beau pour faire du beau. C'est-à-dire que par moments, ça va un peu à l'encontre de son message. C'est-à-dire que dans le film, je trouve qu'il veut démontrer que le personnage est un psychopathe qui ne mérite pas l'adulation des foules, et que c'est plutôt un signe inquiétant de l'état de la société que les gens en viennent à aduler cette personne. Mais il va quand même faire des plans où il l'iconise, et il en fait un personnage culte, iconique, hyper stylé, qui va amener le public à l'admirer, à l'apprécier. Donc en fait, tu peux pas être dans deux projets où tu me dis en fait t'as eu tort d'aimer le personnage dans le premier film, et je vais te montrer à quel point c'est un psychopathe, et en même temps je vais te faire des plans où il est hyper stylé et je vais te donner envie de l'aimer, tu vois. Et vous préférez, je veux dire, il y a plusieurs formes de Joker. J'ai l'impression que dans les BD c'est plus un personnage antipathique et juste antipathique sans explication. Là, c'est plutôt ils essayent plutôt d'expliquer le fait qu'il soit devenu comme ça par sa vie avant son histoire. Moi, j'ai pas forcément de... Enfin, si, j'ai une préférence, mais je trouve qu'elle est très subjective à moi, et dans l'absolu, je trouve qu'il n'y a pas une des deux figures qui est mieux que l'autre, c'est juste des partis pris. Et après, c'est ce que t'en fais du parti pris qui est intéressant, tu vois. Dark Knight, il vient, le personnage, c'est vraiment genre le chaos incarné, et il en fait un super film, et enfin Christopher Nolan pour le nommer, et j'adore, tu vois. Et là, l'aspect, je joue un peu sur, c'est un monstre qui est créé par la société, etc. C'est intéressant, enfin c'est un parti pris de départ qui est intéressant, et c'est déjà bien d'avoir un parti pris, parce qu'il y a un autre film dont on ne nommera pas Monsieur Aznavour qui n'a pas aucun parti pris, mais tu vois, donc déjà c'est un point positif, mais après c'est derrière ce que tu en fais de ce parti pris, et moi je trouve que c'est pas très fin ce qu'il en fait. Ok.
Mais toi, tu en penses quoi? Je trouve que c'est intéressant d'avoir en tout cas. Enfin, moi, je trouve qu'il est pas si. Comment dire que pour moi, c'est pas si évident qu'il a voulu aller complètement à l'encontre du premier film et qu'il a voulu en créer une personne détestable et montrer à quel point on avait finalement on s'était trompé sur sa personne et qu'effectivement il avait des côtés très sombres et tout s'expliquait pas par ton histoire sociale. Je trouve que justement, comme tu dis, il en fait parfois une icône et que c'est un truc un peu plus ambivalent en fait, de à la fois créer des moments où tu as envie de l'aduler et te dire que c'est une star et des moments où en fait tu vois aussi qu'il a un côté très sombre et qu'il n'y a pas grand chose à tirer là-dedans. Et du coup je trouve ça assez finalement fin psychologiquement quoi, sur le personnage. Voilà. Bah moi j'ai l'impression quand même cette iconisation elle est plus involontaire, elle arrive par accident parce qu'il veut faire des beaux plans que vraiment volontairement de créer une ambiguïté autour du personnage. Parce que je trouve qu'il est quand même très peu ambigu sur le fait qu'il veut humilier le personnage et le ramener à un statut très médiocre, tu vois. Genre le personnage quand même quand il est en prison, il est beaucoup filmé en slip, très rachitique, horrible. Enfin tu vois, je trouve qu'il y a Ouais, quand mais il même... y a aussi des moments où genre il est à la cour et en fait il arrive à se défendre tout seul je trouve qu'il y a des moments où il est aussi glorifié et je trouve qu'un des personnages par contre qui a pas du tout été travaillé c'était le personnage de Lady Gaga qui en fait est hyper juste méchante sans qu'on comprenne très bien qui elle est et qui a pas trop d'autres fonctions que de venir d'abord aduler Joker et ensuite partir sans qu'on comprenne très bien qui c'est non plus. Ouais, ça je suis pas Voilà. aligné sur l'exploitation du personnage d'Harley Quinn qui existe vraiment dans les comics, c'est en surface quoi. Et bah vous l'aurez compris, donc on est assez mitigé, à l'exception quand même de Snéa qui est plutôt convaincu, mais pour le reste on est soit en détestation du film, soit en tout cas très mitigé. Et bah on enchaîne sur un deuxième film qui va bien davantage faire l'unanimité dans la rédaction, puisqu'on passe à L'amour ouf. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais en fait. Tu bosses pour moi. Allô mon amour, c'est pas moi, faut que j'y croie. Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, ils traînent. Et puis leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer, mais rien n'y fait. Ces deux-là, ils sont comme les deux ventricules du même cœur. Hilarant cette description. Mon avis sur le film, c'est que j'ai trouvé que c'était un film qui ressemblait à un clip de 2h40 avec une réalisation de gros zinzin. Et moi, personnellement, j'ai adoré ça. J'ai adoré me prendre une claque de réalisation pendant 2h40. Et j'ai jamais trouvé ça too much. Je me suis pas ennuyé, même si j'ai trouvé la fin un peu longue. J'avais quand même, j'ai quand même trouvé la fin un peu longue. Et je trouve que le film, il est porté par deux acteurs, les acteurs adolescents que j'ai trouvé incroyables, donc Mallory Wanek et Malik Frika. Pour moi, c'est eux qui font que je me suis vraiment laissé transporter dans ce film. Donc, et ma seule critique, ça va être le fait que je trouve que ça fait un peu l'apologie des gangsters et que tu as un peu l'impression que c'est cool et drôle sa vie, mais en fait, quand tu prends un peu de recul, ça me donne pas très envie. Et donc, ça fait un peu une apologie. Mais sinon, au-delà de ça, je trouve que l'histoire d'amour entre les deux personnages, je trouve qu'elle marche et ça fonctionne et ça me transporte. J'ai adoré, malgré le fait qu'il y ait plein de films qui soient comme ça aujourd'hui, qu'il y ait une flopée d'acteurs qui jouent dedans, et du coup, vraiment, à chaque scène, t'as un acteur de ouf que t'adores, et c'est un peu un caméo, genre un peu à la Astérix et Obélix de Guillaume Canet, tu vois. Et du coup, ça, c'est un film un peu drôle, donc ça a passé, même si c'était un film horrible, terrible. Mais là, du coup, je trouve que des fois, ça te sort un peu du film de voir un putain d'acteur que t'aimes bien. Par exemple, moi, j'adore Anthony Bajon, j'ai kiffé les tresses et tout, mais du coup, j'étais en mode oh, Anthony Bajon, trop stylé et tout, j'adore ce mec. Enfin bref. Mais sinon, au-delà de ça, franchement, j'ai adoré le film, j'ai adoré le clip, j'adore Dunkerque, vive la plage pleine de goudron.
vivent les usines à côté de la mer. Je trouve ça incroyable. Et franchement, je leur demande encore merci de faire des clips aussi longs, j'adore. Moi, je vais enchaîner parce que je suis assez alignée. J'ai trouvé que la réalisation était super. J'avais un peu des avis divergents après que certaines amies l'aient vu à Cannes. Parce que c'est vrai que je pense qu'il était vraiment différent à Cannes. Il était beaucoup plus long. Et il y avait beaucoup plus la version comédie musicale, justement, qui a été complètement coupée. Et ça, moi, j'étais contente parce qu'en vrai, je trouve que des comédies musicales, il y en a de plus en plus. Et en vrai, je trouve ça cool, mais que tout le monde commence à faire de la comédie musicale, je trouve ça aussi un peu agaçant parfois. Et j'étais hyper agréablement surprise parce que je redoutais vachement ce film et j'étais quand même... j'ai l'impression qu'on était tous assez enthousiastes en sortant de la séance. Mais pareil que Gaspard, je crois que la première partie avec les deux adolescents, c'est vraiment ce que j'ai préféré du film. J'ai trouvé que ça fonctionnait quand même mieux que la deuxième partie. Moi, vraiment, le rôle de Clotaire et le jeune acteur, là, Malik Frika, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Et en plus, son personnage, je trouve qu'il est super bien travaillé, il est complexe. Voilà, j'ai trouvé que cette première partie sur lui était super. Après, si je devais émettre une réserve sur le film, c'est que je trouve que la promo est un tout petit peu mensongère. On parle d'une histoire d'amour un peu folle et en fait, je trouve que ça se concentre beaucoup sur son personnage et pas tant en fait sur leur histoire d'amour. Je trouve que finalement, le rôle féminin a quand même une position un peu secondaire. Pas grand-chose de plus à rajouter. Je dirais juste pour ajouter que, en fait, moi, j'adore le travail des personnages secondaires et c'est presque ce que j'aime, ce qui me reste du film. Je trouve que Alain Chabat, il est exceptionnel en père. Et en fait, ça a été un peu le personnage qui m'a le plus émue, mais je trouve aussi que Karim Leclou, il est super dans son rôle, que Élodie... Bouchez en mère complètement dépassée. En fait, j'ai trouvé que les parents étaient hyper bien faits. Et même, par exemple, Jean-Pascal Zadi, je trouve que c'est un personnage qui vient mettre beaucoup de comédie dans des moments qui sont un peu plus noirs du film. Et que, ils l'ont pris pour ce qu'ils savaient faire, mais en fait, ça marche bien pour moi. Et donc, voilà, j'étais assez contente que le personnage qu'il n'y avait pas juste une flopée d'acteurs pour faire venir du monde, mais que chaque personnage individuellement avait été travaillé. Et c'était agréable de les voir. Et contrairement à d'autres films, genre par exemple, je trouve le Quentin Dupieux, le dernier qu'on a vu, il y avait une flopée d'acteurs, mais il y en avait qui n'avaient pas des rôles aussi travaillés. Donc voilà. Ouais, moi de mon côté je suis hyper aligné, je suis très positif sur le film comme vous, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Sur l'aspect positif, le seul point que j'ajouterais c'est que moi, là où ça marche très bien, c'est qu'il cite quand même des grandes références que j'adore, c'est-à-dire que tout l'aspect un peu vide gangster, il cite Scorsese et notamment Les Affranchis, et là-dessus, évidemment, moi ça m'emporte, c'est l'un de mes films préférés, et revoir ce style-là en France, à Dunkerque, dans ce contexte-là, avec des acteurs français que j'adore, comme Benoît Poelvoorde, évidemment que c'est génial. La limite à ça, et là je voulais revenir sur un point où je suis assez d'accord, c'est sur l'apologie du mode de vie de gangster, c'est-à-dire que en fait il recrache un peu la partie des films de Scorsese qu'il apprécie, c'est-à-dire que dans les films de Scorsese il y a toute une première partie où on te montre qu'est-ce qui est attirant dans cette vie de gangster, mais sauf qu'en fait il oublie toute la deuxième partie des films de Scorsese où il faut toujours que ça redescende et qu'on te montre la réalité du terrain et la réalité de ce monde-là et de sa cruauté, et en fait lui il est tellement je vais pas être méprisant, mais j'ai l'impression dans l'interview il disait beaucoup le mot cool, et en fait j'ai l'impression qu'il est trop attaché au cool, c'est à dire que dans tout ce qu'il va recracher, les citations qu'il va refaire, il va s'attacher à remettre la dimension cool, et donc quand il cite Les Affranchis, il va te montrer que la dimension cool de la vie de gangster et pas l'envers du décor. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment une limite, en tout cas un peu dans l'écriture du film. Et moi, pareil, je fais que rebondir sur vos points, mais je suis un peu plus véhément que vous, j'ai l'impression, mais sur l'aspect histoire d'amour, en tout cas sur le traitement des personnages féminins, je trouve que là, vraiment, le film aura des pâquerettes. Déjà, je trouve que c'est un peu mensonger, parce qu'au début, dans les premiers plans, on te promet que qu'on a deux personnages principaux, c'est-à-dire que Clotaire et Jackie sont les deux personnages principaux, on te les montre les deux enfants avec des parallèles, etc. Mais sauf qu'en fait, au fil du récit, le personnage de Clotaire écrase le récit, et les plans avec Jackie, ça devient juste elle qui est en classe et qui attend Clotaire, elle qui est triste parce qu'elle voit plus Clotaire.
elle qui est dans une autre histoire d'amour avec un autre gars toxique. Enfin, en fait, il y a vraiment une limite de comment il écrit les personnages féminins. Je vais pas du tout faire de présomption sur Gilles Lelouch ou quoi, mais peut-être une appréhension de cette partie-là qui est plus compliquée pour lui, où il arrive moins à se projeter, et du coup il arrive pas à développer des histoires pour Jackie qui soient en dehors d'une histoire d'amour avec un gars, que ce soit avec le personnage de Vincent Lacoste ou avec celui de François Civil, et juste de pas lui mettre d'autres enjeux en fait que juste attendre Clotaire, quoi. Bah, je suis pas forcément totalement d'accord avec vous. Enfin, je veux dire, le point que vous soulignez, il est obvious, mais en même temps, je trouve que c'est quand même une histoire d'amour qui se passe dans les années 90, que ces schémas-là amoureux, c'est des schémas qu'on retrouve quand même très régulièrement et dans lesquels les femmes ont pu beaucoup s'inscrire, peut-être parce que la société est patriarcale, mais je trouve que le schéma qui décrit, c'est-à-dire une femme qui attend un homme des années, c'est quand même un schéma qui est assez fréquent comme schéma de relation amoureuse. Et je trouve que c'est pas parce que le féminisme est arrivé que on peut plus représenter ces formes d'amour-là. Ouais. Surtout que c'est inscrit pas du tout dans notre siècle, enfin, si, dans notre siècle, pardon, mais pas du tout dans notre génération, mais c'est une histoire qui s'inscrit dans les années plutôt 90, quoi. Ouais, mais je trouve que la promesse de départ de dire Jackie va être un personnage principal au même niveau que Clotaire, elle est pas tenue. Moi, c'est plus sur cet aspect promesse de départ qui est pas tenue et qui est trahi. Et puis moi, je trouve que ça aurait gagné que l'amour ouf soit des deux côtés. Qu'elle soit prête à tout pour lui et qu'il soit prêt à tout pour elle, pardon. Et je trouve que c'est pas vraiment le cas. Ouais, et encore une fois, on en reviendra dans le spoiler alert, mais la preuve en est qu'à la fin, lui, en fait, son honneur est plus important qu'elle, alors que elle, dans les faits, c'est pas du tout le cas. Et ça, je trouve ça un peu décevant. Parce que moi, je suis d'accord avec toi que c'est pas parce que aujourd'hui, heureusement, des choses vont mieux que forcément, il faut pas parler de ce qui fut un temps et ce qui est encore. Mais j'aurais trouvé ça bien quand même d'exploiter ça parce qu'en fait, le titre du film, c'est L'amour ouf. Et l'amour ouf, ça doit être un peu réciproque. Moi, j'avais une question pour vous parce que, bon, évidemment, on l'a tous souligné, mais c'est un film où la mise en scène est quand même assez géniale. C'est quoi votre scène, plan préféré du film ? Moi, c'est la scène de fin où ils s'embrassent sur la plage. Avec le coucher de soleil et les plans qui zooment et qui, en fait, après dézooment et puis rezooment, moi, je trouve fou. Et puis moi, en fait, ça marche parce que si j'aime les 30 secondes du film, j'ai aimé tout le film. Donc ça marche très, très bien sur moi. Bon, moi je suis d'accord avec Gaspard, je trouve qu'il a raison, mais pour en citer un autre, je trouve que le début, quand il s'apprête à y avoir un règlement de compte et que le règlement de compte est fait avec des ombres sur le mur, je trouve ça très 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 beau. Moi, en fait, la première scène qui me vient en tête, je pense, c'est quand... Mais bon, je suis pas sûre que ce soit une scène en termes de réalisation qui est... c'est celle où elle descend du bus et qu'il est avec ses copains. Ah oui. J'ai bien aimé. Mais en fait, moi, le duo François Civil, Adèle, il m'a pas vraiment convaincu. Ouais, je crois donc cette deuxième partie, on est tous alignés que la première partie, on préfère la première partie quand même, et le premier duo. Ouais. Toi, Walid, c'est quoi ton image ? Et moi, ma scène préférée, c'est le verdict du procès avec le panoramique. Vrai. Et dans cette partie-là, celle qui m'a le plus touché, où genre, je pense que dans tout le film, j'ai été le plus ému, c'est avec Karim Leclou qui vient mettre la main sur la vitre du parloir de son fils. Et ça vraiment, j'ai été très touché. Mais en fait, c'est limite peut-être ça, c'est peut-être un mini défaut du film, mais je trouve que les relations père-enfant sont limite plus fortes et puissantes que la relation au centre du film. C'est-à-dire que Alain Chabat avec sa fille, c'est génialissime. Et même l'autre avec ses parents, genre avec Karim Leclou et Elodie Bouchet, c'est limite mieux que la relation d'amour ouf au centre du film, quoi. Donc passons au spoiler alerte. Non, moi j'avais une question parce que j'en parlais avec une amie l'autre jour qui me disait que ça l'avait dérangé le problème de la double fin. Entre la fin qu'on te montre au début et la fin qu'il y a à la fin. Dans le sens où ce qu'elle disait, c'était que dans La La Land, par exemple, tu sais que la deuxième fin est une fin rêvée. Ouais. Là où elle disait que cette fois, dans ce film-là, en fait, dans L'amour ouf, c'est vraiment deux choix et c'est ce que t'en fais. Et je voulais savoir ce que vous aviez pensé de ça. Est-ce que vous aviez tranché ? Est-ce que ça vous a gêné ? Moi, j'ai kiffé parce que parce que tu te dis, en fait, tout ça pour finir canné comme une merde sur un parking avec des ombres chinoises. Et en fait, tu te rends compte qu'il aurait le choix qu'il aurait dû faire. Et en fait, il le fait. Et donc moi, j'ai bien aimé cette partie-là. Et puis, ça m'a rappelé La La Land. Donc toi, tu t'es dit, le début, c'est faux. Ouais, moi, ah pareil. Oui. Le début est clairement faux.
Mais moi, je fais ces partis pris parce qu'en fait, j'aime pas du tout. Enfin, en fait, je veux la fin que j'ai décidée. Et pour moi, dans La La Land, ils finissent ensemble. En fait, je ne veux pas. Non, mais je veux pas l'autre fin que j'aime pas. Donc, pour moi, c'était plus. Je pense que comme une histoire d'amour, tu t'attends forcément à ce que la fin, elle se termine bien. Je me suis dit qu'en fait, ce qu'ils voulaient faire au début, c'était créer une espèce de fin où tu te dis. T'as les boules tout le film parce que tu les vois s'aimer, tu sais que ça va mal finir et en fait à la fin ça finit bien et t'es trop content en fait, t'as cette espèce de suspense que tu pensais pas avoir et que t'as finalement. Et puis tout le film, il fait les mauvais choix. Genre, à chaque fois, quand il a le choix entre elle et la vie de gangster, ça sonne faux quand je le dis comme ça, mais en tout cas, voilà, son autre vie, il fait les mauvais choix. Et donc là, cette fois, qu'il fasse le bon choix sur un coup du sort, je pardonne cet aspect, je change ma fin, mais ça marche quand même. Enfin, c'est grosse ficelle, mais je trouve que ça marche quand même. Enfin, en tout cas, sur moi, ça marche. Non, mais moi aussi, moi j'avais complètement tranché pour la seconde. Enfin, on aurait pu m'enlever la première partie de la première scène, mais je comprenais son argument. Parce que c'est vrai que ça, on tranche pas aussi dans La La Land, malheureusement. C'est pour moi, c'est vraiment un rêve. Enfin. Oui. Je trouve qu'au moins ça donne un peu une portée encore plus puissante au fait cette fois ils choisissent Adèle parce qu'en fait tu sais c'était quoi le chemin alternatif. Enfin, en fait cette fois ça aurait été le dernier choix qu'il aurait eu à faire. Enfin, il était vraiment au pied du mur, genre c'est la dernière alternative où il pouvait encore prendre la voie de sortir et de sortir de cette vie horrible. Et genre toutes les fois d'avant il a eu quand même des possibilités de se refaire et là cette fois c'était la dernière quoi. L'amour ou la mort quoi. Voilà. Non mais c'est plus j'en parle, plus je me rends compte que l'écriture est quand même pas la plus fine de l'histoire. Mais bon, émotionnellement, ça marche hyper bien. Enfin, faut se le dire. On passe et on enchaîne sur Monsieur Aznavour. Charles Aznavour. Tu chantes et tu joues au théâtre. Je t'avoue que je prends tout ce qui peut me rapporter de l'argent. Fils de réfugié, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu'il n'avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d'une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières. Et du coup pour celui-là c'est moi qui vais ouvrir le bal. Alors déjà pour parler un peu de d'où je parle par rapport aux deux réalisateurs, déjà Grand Corps Malade et Mehdi Idir, je tiens à dire déjà que j'ai bien aimé leurs précédents films, que ce soit La Vie scolaire ou Patient, notamment Patient plus particulièrement que j'avais trouvé assez touchant. Et puis évidemment Tahar Rahim, grand acteur français que j'adore notamment pour sa performance dans Un Prophète. Donc je partais quand même déjà assez enchanté de voir ces gens-là travailler ensemble, avec la crainte liée aux précédents biopics musicaux qu'on a eus, qui étaient pour la plupart assez médiocres ou mauvais. J'ai notamment en tête Bohemian Rhapsody. Et malheureusement, celui-là reste dans la lignée de ses prédécesseurs et est quand même très médiocre. Si je devais le dire avant de détailler en un mot, mais pour moi, c'est une fiche Wikipédia illustrée avec des plans, des scènes, des reconstitutions. Il y a notamment deux grandes raisons derrière ça. La première, c'est que ça manque d'un point de vue. Enfin, vraiment, il n'y a pas de point de vue d'auteur. Ils prennent toute la vie de Charles Aznavour et ils essayent d'illustrer chaque moment un peu en surface. D'illustrer une biographie en reprenant chaque épisode de la vie, en les montrant soit en les iconisant, soit simplement de manière froide, sans relief, sans un parti pris, sans des interprétations sur qui était Charles Aznavour. Voilà, on est 2 heures avec l'icône Charles Aznavour et pas vraiment avec l'être humain qu'il y avait derrière. Dès le titre, c'était un peu annoncé, hein, le Monsieur Aznavour, c'est déjà signe un peu d'un trop grand respect pour la figure dont ils vont parler. Et c'est le deuxième point, c'est qu'ils sont trop admiratifs de Charles Aznavour et que du coup, ils se permettent aucun écart, aucune interprétation, aucune nuance sur la personne. On est là pendant 2h30 à voir l'icône avec d'autres icônes qui font quelques passages qui passent une tête, genre Johnny Hallyday, Frank Sinatra, mais ça n'apporte rien au récit. Je mets une exception sur Edith Piaf qui joue un vrai rôle dans sa vie et donc là-dessus, et en plus je trouve que la comédienne s'en sort pas trop mal dans le rôle, donc ça là-dessus ça va, mais voilà, je trouve que ça reste très médiocre, que j'en ressors avec pas vraiment grand chose sur Charles Aznavour.
j'ai pas vu un bon film ou même un film tout court. J'ai vraiment vu un documentaire avec des images de reconstitution, de passage de la vie de Charles Aznavour. J'ai notamment une frustration en tête et après je vous laisserai la main, mais c'est par exemple toute une période de sa vie où sa carrière fonctionne moins bien et il y a un changement, un événement qui bouleverse tout, c'est la chanson Je me voyais en haut de l'affiche. Et en fait, il est au pied du mur, il écrit cette chanson. Et en fait, il y a aucune explication de d'où vient cette inspiration de cette chanson, quel a été le déclic pour que il arrive à écrire cette chanson-là qui va être un carton et que derrière, il est ce qu'il appelle lui la recette Aznavour. En fait, ça se fait en automatique parce que ces éléments-là, ça se situe pas dans une biographie, c'est pas expliqué dans une biographie et que du coup, les deux réalisateurs qui ont écrit le film se permettent pas d'avoir une interprétation sur d'où est venue cette inspiration, d'où il a écrit cette chanson. Donc voilà, donc je suis assez mitigé et peu emballé par le film. J'ai pas parlé de la performance de Tahar Rahim, peut-être qu'on y reviendra, mais je vais commencer déjà par vous laisser la main pour donner votre avis sur le film. Moi, je suis globalement d'accord avec toi. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Je trouve qu'il y a même des moments parfois hyper... sur lesquels tu aurais aimé qu'ils mettent plus d'emphase, notamment la mort de son fils. J'ai l'impression que ça passe comme n'importe quel autre événement, que tout est traité avec la même mesure. Moi, j'ai pas passé un trop mauvais moment parce que j'aime plutôt bien Charles Aznavour et du coup, j'étais assez contente de retrouver des chansons. Mais honnêtement, j'ai trouvé que le fait de mettre la voix de Charles Aznavour avec la voix de Tahar Rahim mélangée, c'était pas une si bonne idée. En vrai, je trouvais pas que ça ressemblait tant que ça à la voix de Charles Aznavour et ça me sortait un petit peu du film. Voilà, j'ai pas envie de dire que c'était complètement nul parce que ça se regarde, mais honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec toi, je m'aligne sur le fait qu'il manque vraiment de mise en scène. Bon, moi, je suis alignée avec vous aussi, hein. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de parti pris. Même dans la réalisation, j'ai trouvé que ça déroulait un peu à toute allure, ça va très vite, il y a des images qui s'enchaînent extrêmement vite. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a un moment où ça va se calmer. Et où il y a un moment, ils vont choisir de traiter un sujet un peu plus profondément. Et en fait, ils le font pas. Et même, moi, j'aurais aimé qu'ils développent un peu, qu'ils s'arrêtent, notamment sur une partie de sa vie, soit avec Pierre Roche, ils l'ont un peu fait, avec Edith Piaf, ils l'ont un peu fait. Et ils auraient gagné à, je trouve, plus étayer ça et moins étayer d'autres événements qui sont pas particulièrement intéressants. Et puis, j'ai trouvé que des fois, c'est extrêmement artificiel. Et je pense ça arrive plein de fois dans le film, mais vraiment, là, vraiment, ça m'a vraiment fait rire. Au moment où il est au téléphone avec sa sœur et il lui dit « Je me sens vieux, j'ai plus de projet ». Et d'un coup, il y a la chanson « Hier encore » qui commence. Et là, tu te dis « Non, mais c'est pas possible ». Un manque de finesse quand même qui est... je trouvais que c'était vraiment gros sabot. Et en fait, je trouvais pas ça hyper touchant, alors que j'adore les musiques. Et quand même, c'est une vie qui est touchante, en fait. L'histoire aurait pu l'être. Et vraiment, moi, je suis... comme vous, hein, je suis passée à côté. Ouais, pareil pour moi, je suis hyper raccord avec ce que vous dites. J'aimerais juste faire une petite dédicace à Tahar Rahim et Bastien Bouillon qui, quand même, font un bon duo. Moi, j'aimerais bien voir ce duo dans un film qui est à leur avantage parce qu'en fait, je trouve que le film n'avantage pas du tout Tahar Rahim qui peut être un acteur exceptionnel et époustouflant. Pareil pour Bastien Bouillon. Et donc, j'étais frustré de ne pas les voir dans un meilleur rôle. Mais je me disais, est-ce que, pendant ce film, parce que je m'ennuyais énormément, hein, je me disais, est-ce que ce monsieur Bastien Bouillon ne serait-il pas en train de se démarquer comme le meilleur second personnage du cinéma français après son excellent rôle dans Le Comte de Monte Cristo? Mais j'oubliais qu'il fait aussi des premiers rôles, notamment La Nuit du 12. Donc il fait ce qu'il veut, ce garçon. C'est un phénomène. Enfin, bref. Et moi, je suis d'accord que Bastien Bouillon, en plus, c'était trop bien de le voir dans ce rôle où il est un peu surexcité, un peu foufou, et ce qui n'est pas du tout les rôles qu'il a l'habitude de jouer. Et pourtant, ça fonctionne hyper bien et il est très touchant, je trouve, dans ce film. Ouais, il est génial, franchement, gros cœur sur lui. Et je trouve que, mais peut-être un peu pour prolonger ce que tu disais,
en fait, c'est un personnage qui a aucun corps, c'est-à-dire qu'il n'est pas spécialement positif, mais pas spécialement négatif. Il n'a pas spécialement de qualité, mais pas spécialement de défaut. Genre, il est un peu égoïste, mais de temps en temps, il fait attention. Et je sais pas comment dire, du coup, en fait, tu t'attaches pas au personnage parce que il est sans saveur, quoi. C'est vraiment un PNJ, je trouve, Charles C'est Aznavour. l'image publique de Charles Aznavour, en fait. C'est la légende à Charles Aznavour. Il n'y a pas d'être humain derrière, donc il n'y a pas de vraies émotions, il n'y a pas d'identification. Il n'y a pas de. Enfin, en fait, c'est comme s'il y avait vraiment genre quelqu'un qui regarde Charles Aznavour à la télé et qui fait un film sur ça. Genre. Ouais, c'est un téléfilm. Ouais, c'est un téléfilm et surtout, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui sont inspirés de faits réels et qui se permettent plein de choses dont on ne sait pas et dont ils imaginent des choses. Et je pense que ça aurait pu quelque chose qui aurait été fait ici. Mais peut-être que c'est prendre des risques parce que ça peut être un sujet touchy, parce que c'est une telle icône que si tu te mets à dire des trucs faux, c'est risqué. Mais je pense qu'il faut prendre des risques. Et moi, j'ai souligné l'audace de Joker de mettre des chansons, mais on aurait pu, dans une autre vie, souligner l'audace d'avoir imaginé des trucs sur une telle icône. Il y a un film, enfin pour moi, j'ai pas trop voulu le faire, le comparatif, parce que j'aime pas trop faire des comparatifs entre deux films, mais pour moi, il y a quand même 2 points où ils sont comparables. Un biopic musical sur une icône de la chanson française que je vous conseille bien davantage, c'est Clo-Clo, avec Jérémy Régnier, et qui pour moi est bien plus réussi. Pour 2 principales raisons. Enfin, le film est super, mais il y a 2 principales raisons où il se démarque de Monsieur Aznavour. La première, c'est que le réalisateur du film est fasciné par Claude François, mais il est lucide, c'est-à-dire qu'il te montre, c'est une icône de la chanson française qui a compris que le disco allait cartonner en France, mais en même temps, c'est un pédophile, violeur et quelqu'un de très narcissique, d'horrible. Et du coup, là-dessus, le gars prend les risques de tout montrer, d'avoir d'un vrai parti pris, d'être capable d'être lucide sur la personne qu'il montre, même s'il est fasciné. Et la deuxième chose, et ça c'est là-dessus pour moi, je voulais ouvrir le débat sur Tahar Rahim, mais en fait, Clo-Clo fait un pari, c'est que Jérémy Régnier, on l'affuble d'une perruque et basta. Et en fait, pour moi, c'est ça un film, ça s'appelle La suspension de crédulité. On me dit, dans ce monde, Claude François, c'est Jérémy Régnier, il ressemble à ça, et c'est ok. Et là, Tahar Rahim, faire cet effort, en plus surmarketé, il a mis 3 tonnes de maquillage, de prothèses, il s'est entraîné des heures pour faire les gestes, etc. Mais en fait, à la fin, ça donne un personnage qui n'est ni Tahar Rahim, ni Charles Aznavour. Ça fait une chimère, moi, qui me gênait. Enfin, vraiment, je trouve que j'avais pas l'impression d'avoir un être humain, notamment quand il était jeune. Enfin, c'était vraiment bizarre. Et du coup, ça déjà on voit pas Charles Aznavour, donc moi ça me sort. Et le deuxième, c'est que Tahar Rahim, ça l'engonce, et que du coup au niveau du jeu d'acteur, je trouve qu'il est très limité et que ça marche pas, et que c'est, je pense, la première fois de ma vie où je vais dire que j'ai pas vraiment aimé une performance de Tahar Rahim. Oui, moi surtout je suis d'accord avec toi sur quand il est jeune. Je trouve que vraiment ils l'ont rendu difforme alors qu'il est pas du tout laid comme ça. Enfin, Ouais. c'est un peu osé. Mais juste dites-moi, dans ce monde, c'est Tahar Rahim, enfin Charles Aznavour ressemble à Tahar Rahim, et puis basta. Et après derrière, il reproduit quelques gestes, un peu la voix, et basta. Moi je donne ma crédulité, quoi. Mais pourtant, je suis d'accord avec Walid que c'est quand même souvent fait en fait dans les biopics quand même détrompez-moi, mais je trouve que dans le biopic sur Elvis, j'ai l'impression que c'est pareil. Ils ont pris Austin Butler. Alors effectivement, ils lui font jouer la gestuelle d'Elvis comme là il joue la gestuelle d'Aznavour, mais ils n'ont pas du tout le même visage. Enfin, et c'est ok. Ouais, c'est ça. Je pense que tu fais quelques efforts sur la gestuelle, la voix, et basta. Et en fait, c'est juste je trouve que toucher le visage, c'est juste se mettre une balle dans le pied, parce que ça crée une autre personne, autre que l'acteur et autre que la vraie personne dont tu veux montrer, qui a l'air très bizarre, très fausse, et ça te sort du film. Moi, je trouve que, tu l'as dit, il est difforme dans la première partie, et moi, ça me sortait complètement. Bon, vous l'aurez compris, on est très très peu positif. Pourtant, le film cartonne, et comme on l'a dit, a une super note spectateur. Donc, on vous laisse quand même faire votre avis. On n'est pas non plus, on n'a pas la science infuse. Donc, on vous laisse vous faire votre avis sur Monsieur Aznavour. Et on passe à notre ultime film, et pas des moindres, puisque c'est la Palme d'Or, Anora. Ты должна знать русский, правильно? Привет, Иван. Бля! Я хотел спросить, а ты работаешь вне клуба? God bless America. Anora, jeune stripteaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant.
Mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé. Les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage. Donc c'est moi qui commence à faire mon débrief sur Anora. Alors moi, j'avais entendu pas mal de gens me dire qu'ils s'étaient ennuyés pendant le film, ce qui n'a pas du tout été mon cas. J'ai trouvé ça extrêmement divertissant. Ça aurait même pu durer plus longtemps, de mon point de vue. En plus, j'ai adoré le fait que le film soit vraiment construit en 2 parties, avec une première partie qui va un peu à 2000 à l'heure, sur un peu la vie de flambeur d'Anora et de ce fils d'oligarque russe qu'elle rencontre. Et une deuxième partie qui est beaucoup plus lente et beaucoup plus comédie dans la recherche de ce fils en fuite. Et voilà, autant le début qui est vraiment très sexe et où je me suis un peu dit... Enfin, je me suis quand même dit, c'est le regard d'un réalisateur, c'est vraiment QQQ, genre ça va peut-être un peu me... Enfin, je sais pas dans quelle mesure ça va finir par me déranger. Une fois que la deuxième partie est arrivée, j'étais plus OK avec ce qui était en train de se passer. Et puis, je trouvais ça extrêmement drôle et je trouvais ça touchant. Et surtout, l'actrice, vous avez dit son nom, je ne l'ai plus. Nikki Madison. Voilà, et je l'ai trouvée vraiment époustouflante. Et je trouve qu'elle tient énormément le film et j'espère qu'on la reverra dans d'autres films. Moi, je suis alignée avec toi. J'ai adoré des trucs assez particuliers. Déjà, je savais pas du tout que c'était une comédie et du coup, je me suis laissée prendre au jeu, mais tout en étant assez surprise. Parce que, en fait, je trouve que du coup, la bande-annonce que tu voyais pas mal circuler au cinéma, t'as un peu l'impression que ça va être un film genre Les Affranchis ou un truc en fait sur la mafia de Brooklyn qui va se transformer un peu en thriller. Et du coup, j'ai été surprise par ce rythme un peu de comédie qui arrive et qui est déroutant, mais en fait qui du coup rend le truc hilarant. Donc j'ai bien aimé qu'il y ait un peu plusieurs styles de films, enfin plusieurs styles plusieurs genres proposés. La deuxième chose que j'ai aimée, c'est le fait que finalement, je trouve que le personnage est assez intéressant parce que à la fin, et ce qui le rend intéressant, c'est finalement ce personnage qui est secondaire, voire tertiaire du mec chauve, là, je sais plus comment il s'appelle. Igor, voilà, de Igor, qui au départ en fait est là pour filer un coup de main. T'as l'impression que même dans le film, il est venu pour filer un coup de main et qui finalement en fait donne beaucoup de profondeur au personnage parce que lui propose un amour qui est plus sain et qui est avec un regard qui est différent et qui propose et qui a pas l'air d'avoir envie d'avoir un rapport tarifé. Et elle se sent à la fin du film complètement elle est déstabilisée par cette forme d'amour là. Et du coup, je trouve qu'en plus, c'est un film intéressant. Voilà. Et j'avais un peu peur au départ parce que j'avais peur que ce soit un film un peu genre The Bling Ring, en mode la jeunesse dorée de Manhattan, avec que des scènes dans des hôtels luxueux et qui m'auraient franchement, qui m'aurait un peu ennuyée. Et je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant que ça. Et j'étais agréablement surprise au long de la séance. Et ben moi je suis super aligné, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé les 2 parties du film. La première partie, du coup, aspect très conte de fées, un peu illusion, où tout s'embraye bien. Ce que j'ai bien aimé d'ailleurs dans cette partie-là, et qui change un peu des Rise and Fall un peu habituels, c'est que même dans cette partie un peu conte de fées, on sent déjà un peu des trucs un peu faux, je trouve. Moi j'en parlais avec Snéha en sortant de la salle, mais je trouvais que même dans l'aspect un peu montage, scènes qui s'enchaînent, où on a l'impression qu'ils vivent la vie idéale, il y a quand même un aspect déjà un peu faux où genre je sais pas, ça s'emballe pas vraiment totalement, c'est pas totalement une séquence de montage où t'aurais une musique pop qui entraîne et où t'as grave envie d'être dans leur mode de vie. Je trouve que déjà à ce moment là ça sonne un peu faux et ça je trouve ça génial. La deuxième partie, ce que j'aime beaucoup, c'est dans son style de mise en scène. Ça me fait beaucoup penser à 2 réalisateurs qui travaillent ensemble, mais les frères Safdie. Si vous avez vraiment aimé la deuxième partie, un peu déambulation dans New York, un peu effréné, je vous conseille Uncut James et puis Good Times des frères Safdie parce que ça m'a vraiment fait penser à ça et j'adore ce style-là. Sur l'aspect comédie, ça, en fait, il faut y revenir, c'est un peu la base, mais je trouve le film très très drôle. En fait, j'ai beaucoup ri devant le film et notamment, il y a une scène de dispute dans la maison qui est très longue, qui dure, je pense, une bonne vingtaine de minutes sur
sur la durée du film et que moi je trouve hilarante, enfin qui est vraiment je riais beaucoup, donc ça déjà c'est une grosse réussite. Et je finirai avec un dernier point, mais je trouve que l'écriture des personnages est vraiment géniale. Enfin, du coup pour la thématique un peu de fond, il y a cet aspect un peu lutte des classes entre des très riches, des très pauvres, et la possibilité de relations entre eux et du déséquilibre des relations entre eux, notamment du fait de l'argent. Et là on est carrément on est dans une relation tarifée, donc on est vraiment dans la relation la plus déséquilibrée possible. Et je trouve ça génial, enfin, les deux personnages, que ce soit Vanya ou Anora, dans leurs deux aspects et dans ce qu'ils représentent, je trouve ça hyper intéressant, génial. Et même Igor d'ailleurs aussi, j'ajoute dans le triptyque, qui est un peu du coup un autre de la classe sociale du bas, mais qui est utilisé pour ses muscles et pas pour faire l'amour, mais qui pareil vient apporter quelque chose de par son corps. Et du coup, avec cette solidarité qui se crée entre Anora et Igor, je trouve ça génial. Et puis Vanya qui devient, au fur et à mesure, qui reproduit les codes de sa classe, même si au départ il est très bête et qu'il n'en a pas conscience, mais qu'au fil de l'eau, il va quand même finir par être comme ses parents. Je trouve ça vraiment génial. Et je trouve ça hyper intéressant et très fin. Donc vraiment, je suis emballé. Moi, malheureusement, je suis pas autant emballé que vous. Je me suis un peu ennuyé. En fait, je m'attendais vraiment à un film que j'allais adorer parce que je l'avais mis sur un piédestal monumental parce que ça avait eu la palme. Et en fait, j'ai été déçu. Et je sais pas vraiment pourquoi je me suis ennuyé. Mais par exemple, la scène où elle crie dans la maison, je l'avais vu dans la bande-annonce. Donc, je m'attendais à ce que ce moment-là soit marrant. Effectivement, il était marrant, mais je l'ai trouvé long et je l'ai trouvé attendu puisque je l'avais déjà vu. Le début, moi, j'ai trouvé ça un peu vulgaire, mais je sais pas trop pourquoi. Mais ça me gênait en fait pas mal. Et je pense que ça, c'est plus un problème avec moi-même. Mais voilà, j'ai trouvé ça un peu vulgaire. J'avais l'impression d'être un peu déjà un vieux coincé réac. Du coup, je me sentais un peu mal avec moi-même. Heureusement, c'est passé. Parce que dans la deuxième partie, du coup, je trouvais ça vrai. Après, j'ai quand même aimé certains moments drôles. Je trouve qu'il y a des moments très drôles. Je trouve que le personnage de celui qui doit veiller sur le fils, le chef arménien, là, il est quand même hilarant, notamment quand il quitte la cérémonie à laquelle il était une sorte de prêtre Orthodoxe, ouais. prêtre orthodoxe. Donc voilà, je suis quand même un peu déçu de ce que j'ai vu, mais c'est vraiment personnel parce que je m'attendais vraiment à une grosse dinguerie, mais quand même content de l'avoir vu. Peut-être ça, qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je suis peut-être un peu aligné, enfin j'ai beaucoup aimé le film et je suis peut-être d'accord sur le fait que c'est pas une grande palme d'or, que c'est peut-être par rapport aux dernières palmes d'or, si j'ai en tête Sans filtre, Parasite, Anatomie d'une chute, je le mets peut-être un peu en dessous des palmes d'or précédentes. Surtout que c'est encore une palme qui parle de la lutte des classes et de la différence entre des classes sociales, fait par des gens qui sont de la classe sociale haute et qui disent « Oh putain, regardez, c'est horrible qu'il y ait plusieurs classes sociales, mais t'es quand même content d'être dans la bonne, quoi. » Oui, mais je trouve que c'est pas comme Sans filtre. Enfin, même si c'est le fond du film, je trouve qu'on te le fout pas devant la tête en mode c'est ça qu'on veut te montrer. Ah oui. Je trouve Pas ça du Marx à assez- l'écran ouais. comme dans Sans filtre. Je trouve ça assez subtil dans la manière dont c'est traité. Ouais. Et moi, je comprends ce que tu dis sur le côté vulgaire du début, mais je trouve que justement la deuxième partie vient accepter la première. Moi, au début, ce que j'ai eu peur, c'est que je me suis dit, est-ce que ça va être elle qui twerk pendant tout le film? Et en fait, non, genre pas tant. Mais j'entends ce truc-là. Mais pour le coup, moi, en fait, comme Gas l'a vu, enfin, comme je l'ai vu avec Gaspard et qu'il n'a pas aimé, je pense que ça m'a un tout petit peu fait redescendre le film. Mais en fait, dans le fond, si je le compare aux autres Palmes d'Or que j'ai vues, je l'ai pas trouvé forcément en dessous. Et toi, Sné? Moi, je l'ai pas forcément trouvé en dessous, et surtout, je trouve que c'est une des premières fois où il y a un film qui a la Palme d'Or et qui est quand même majoritairement une comédie, et que peut-être que la comédie, c'est aussi plus difficile d'en faire quelque chose de grandiloquent et en fait, je trouve que c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est un peu le décalage où au départ, tu te dis, ça va être un film, il y a genre tout le temps de la musique, c'est tout le temps des scènes hyper bien filmées, réalisées, et puis après, il y a un peu la jeunesse dorée, et puis tout d'un coup, ça casse un rythme où en fait, ils sont juste en train de galérer dans la rue à chercher un mec. Ils arrêtent pas de dire qu'ils vont se venger, mais en fait, c'est genre trois pauvres types qui ont aucune manière de se venger, qui passent 24 heures à se faire chier dessus par toute la ville. Enfin, tu vois, il y a un espèce
de décalage qui est marrant et je trouve ça justement assez chouette que ce soit pas... Enfin voilà, L'amour ouf, c'est un film auquel tu as envie de donner une palme d'or et en fait, en même temps, la réalisation est tellement grandiose, c'est tellement, comme dit Gaspard, un clip, que là, j'aime bien le fait que le film soit du coup un genre auquel tu peux pas forcément mettre autant de grandeur et qui pourtant est quand même assez chouette. Voilà. Bah après, moi je trouve que les palmes d'or de Ruben Östlund, The Square et Sans filtre, c'est que ça reste aussi des comédies. Je trouve pas qu'on rigole dans Ruben Östlund. Genre The Square, j'ai pas lâché un rire. Et là, ce que je trouve fort, et là où je suis alignée avec Néa, c'est qu'en plus, il fait de la comédie sur quelque chose qui est pas... Enfin, c'est pas vraiment drôle ce qui se passe en fait. Et il arrive par les dialogues et par les interactions entre les personnages à vraiment faire que la salle rigole. Et puis moi, j'ai trouvé que le personnage d'Anora, il était quand même hyper bien traité. Elle est à la fois, au début, elle est... Enfin, tu vois, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'elle est quand même hyper smart, elle est hyper forte. Enfin, genre, son personnage est hyper complexe. C'est moins une Enfin, non, mais je sais pas pourquoi je commençais à comparer à Sans filtre, parce qu'en vrai, c'est hyper différent. Mais je trouve que c'est moins une peinture. C'est pas vraiment une peinture de la Oui. société. Oui, c'est pas qu'une allégorie de sa classe, en Voilà. fait. Il y a un personnage derrière. Ouais, Je suis c'est ce que d'accord. je trouve. Et ben voilà pour ce mois-ci, donc des grosses sorties événements qui ont nourri du débat, mais en tout cas on est content d'avoir vécu ce mois d'octobre assez riche en termes de cinéma. Et on enchaîne du coup avec le mois de novembre qui s'annonce aussi plutôt pas mal. Et ben merci de nous avoir écoutés. Salut. Salut. Gaspard boude, il veut pas dire au revoir aux gens. Salut.